À la une de l'actualité, le nouveau variant de coronavirus Omicron qui poursuit sa progression sur la planète. L'Europe parle de course contre la montre. L'Organisation mondiale de la santé lance un appel pour que les frontières restent ouvertes alors que le monde s'est déjà isolé de l'Afrique australe. Un avion de Frontex déployé au-dessus de la Manche jour et nuit à partir du 1er décembre. C'est ce qu'ont décidé tout à l'heure les ministres européens réunis à Calais pour lutter contre le trafic migratoire. Et puis demain, lundi, s'ouvrira à Dakar le 8e forum sur la coopération sino-africaine. Outre la lutte contre la pandémie de Covid-19, il sera question du projet chinois des nouvelles routes de la soie que viennent d'ailleurs de rejoindre l'Érythrée et la Guinée-Bissau. On en parlera avec Jean-François Di Meglio, président d'Asia Centre. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. Le nouveau variant du coronavirus Omicron s'étend donc extrêmement vite. Plusieurs pays ont déjà décidé de fermer totalement leurs frontières. C'est le cas d'Israël et du Maroc. Détecté jeudi en Afrique du Sud, Omicron est déjà présent dans de nombreux pays, notamment en Europe, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en République tchèque et maintenant aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont annoncé ce dimanche que plusieurs cas avaient été détectés chez des voyageurs en provenance d'Afrique du Sud. Ils avaient atterri vendredi à Amsterdam. On écoute le ministre néerlandais de la Santé. Ces personnes doivent rester en quarantaine. 13 cas sur 61 sont confirmés. Nous demandons à toutes les personnes qui se sont rendues en Afrique australe au cours de la semaine dernière de se présenter à l'autorité sanitaire néerlandaise et de se faire tester. Et nous déterminerons ensuite si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour les voyages. Et à noter que ce soir, l'Afrique du Sud demande la levée immédiate et urgente des restrictions de voyage. Quant au Royaume-Uni, il convoque demain lundi une réunion d'urgence des ministres de la Santé du G7. Je vous le disais dans les titres, l'agence européenne Frontex va déployer dès mercredi un avion au-dessus de la Manche afin de lutter contre le trafic migratoire. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à l'issue d'une réunion de ministres européens à Calais, réunion d'urgence organisée après la mort de 27 migrants mercredi. On voit ça avec Kevin Battista. Une réunion voulue par la France, à Calais, d'où partent de nombreux candidats à l'émigration vers l'Angleterre. Objectif des discussions entre Français, Belges, Néerlandais, Allemands et représentants de l'Union européenne, lutter contre les passeurs. À la sortie, relativement peu d'avancées, si ce n'est un avion de l'agence européenne Frontex qui sera dépêché dès le 1er décembre au-dessus de la Manche. Les ventes de petits bateaux seront davantage encadrées et suivies. Enfin, les 4 pays ont déclaré leur volonté de renforcer la coopération opérationnelle, y compris avec le Royaume-Uni. Un voisin jugé trop attractif par le ministre français de l'Intérieur. Si les migrants viennent ici à Calais, à Dunkerque, dans le nord de la France, et risquent leur vie pour traverser la Manche, c'est parce qu'ils sont attirés par l'Angleterre, notamment par le marché du travail qui fait que sans pièce d'identité, par exemple, vous pouvez travailler en Angleterre, mais aussi parce qu'il n'y a plus de voie légale pour demander l'asile, par exemple, en Angleterre. Le Royaume-Uni, grand absent de cette réunion. La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a finalement été rayée de la liste des invités. Paris n'a pas apprécié la lettre publiée sur les réseaux sociaux par Boris Johnson ce jeudi, dans laquelle il appelait la France à récupérer les migrants partis depuis son littoral. Dans une tribune au journal The Sun, Priti Patel joue l'apaisement. Nous devons être créatifs pour trouver des solutions nouvelles à l'impact le plus fort possible. C'est ce dont Boris Johnson et moi-même sommes prêts à discuter avec nos homologues français à tout moment. La réunion de Calais intervient quelques jours après le pire naufrage de migrants de l'année dans la Manche. Au moins 27 personnes ont perdu la vie en tentant d'atteindre les côtes britanniques à bord d'un canot pneumatique. Le 8e forum sur la coopération sino-africaine s'ouvre demain, lundi, à Dakar, au Sénégal. 2 jours de sommet où il sera question de lutte, bien sûr, contre la pandémie de Covid-19, mais aussi d'économie, avec le projet des nouvelles routes de la soie que viennent de rejoindre l'Érythrée et la Guinée
Bissau. On va en parler avec notre invité ce soir, Jean-François Di Meglio, président d'Asia Centre, professeur également à l'université Paris-Dauphine et à la Public School of International Affairs de Paris. Jean-François Di Meglio, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. En amont du sommet, l'Érythrée et la Guinée-Bissau, je le disais, on rejoint le projet de Xi Jinping des nouvelles routes de la soie. Ça permet à la Chine de s'implanter encore davantage sur le continent africain. Que représente aujourd'hui ce continent pour ces nouvelles routes de la soie? Ce continent, c'est bien sûr un continent dans lequel la Chine est très présente. Elle est présente même avant, bien sûr, le lancement des routes de la soie qui date de 2013. Aujourd'hui, il y a une trentaine de pays africains qui ont signé des Memorandum of Understanding, comme on appelle des accords qui permettent à un pays d'être intégré dans ce grand projet annoncé pour être terminé en 2049 avec une dépense de 1 000 milliards de dollars, ça ce sont les chiffres officiels, mais au-delà de la route de la soie, qui est un projet très symbolique et qui d'ailleurs ces temps-ci a tendance à rencontrer quelques difficultés sur les autres continents. Au-delà de tout ça, c'est l'intérêt stratégique de l'Afrique pour la Chine qui est en jeu. Depuis 1991, tous les ans, un ministre des Affaires étrangères chinois se rend dans un des pays africains. Il y a des visites de dirigeants chinois en permanence et il est clair qu'il y a une offensive chinoise en direction de l'Afrique. Dans toutes ses formes, l'Afrique, c'est un continent naturellement multiforme. Les actions de la Chine vis-à-vis de ces différents pays en Afrique prennent différentes instances, à la fois diplomatiques, économiques et bien sûr culturelles, puisque les instituts Confucius en particulier sont très présents. Voilà. Alors comment justement elle est perçue cette présence chinoise de plus en plus forte sur le continent africain? Alors des sondages nous donnent une idée de ce qu'on peut ressentir sur le continent africain. Et d'une façon assez surprenante d'Occident, de France, le sentiment est plutôt favorable. Dans les 5 dernières années, les avis favorables recueillis par des sondages dont il faudrait naturellement paramétrer les différents éléments, donnent une opinion favorable de la Chine supérieure à 40%. Il y a 5 ans, c'était 46%. Donc l'opinion favorable à paramètres égaux a tendance à décliner, mais est réellement forte dans la plupart des pays africains. À quoi attribuer ça? Bien sûr, par comparaison, sans doute, avec d'autres puissances internationales qui ont tendance à dégrader leur présence ou à avoir une présence beaucoup plus critiquée. Probablement aussi un certain nombre de questions liées au financement, des financements directs qui sont extrêmement importants, et l'aide que la Chine apporte, puisque c'est 46% de l'aide internationale que la Chine envoie dans le monde entier, 40% va en Afrique. Ces investissements chinois en Afrique, ils sont toutefois parfois mal préparés en amont et ça pose certains problèmes financiers. Oui, alors, quand on parle de 40% de l'assistance, il s'agit de prêts, il s'agit d'investissements, il s'agit de toutes sortes d'actions. Là, vous parlez d'investissements. Les investissements, ce sont à la fois des investissements pour acheter des actifs en Afrique, ou pour prendre en fermage des actifs en Afrique, que ce soit des actifs agricoles ou des actifs miniers. C'est aussi parfois la construction de routes, 6 000 km de routes, 6 000 km de voies ferrées. Mal préparé, on peut le dire effectivement parce que parfois cela conduit à des échecs, cela conduit par exemple à des retraits brutaux comme on a pu le constater dans certains pays en relation avec des projets miniers d'uranium en particulier. Ceci étant dit, la Chine reste effectivement un des acteurs montants sur le continent africain. Alors concrètement, il va servir à quoi ce nouveau forum ? Vous l'avez dit, donc c'est le 8e. Cela fait partie du maintien de cette relation multilatérale. Elle a une caractéristique intéressante, c'est que c'est un forum qui va rassembler les pays africains et les représentants de la Chine. Donc on n'est plus dans le bilatéral, comme c'est très souvent le cas de la Chine, avec ses partenaires, mais on est dans le multilatéral. Déjà, ça c'est très important. On va parler bien sûr de pandémie, mais il faut se rappeler que la pandémie est moins une préoccupation en Afrique pour toutes sortes de raisons que sur le continent à nous. La Chine est présente à travers la diffusion de ces vaccins en Afrique, mais on va surtout parler de dette. Parce que l'un des grands problèmes de l'Afrique vis-à-vis de la Chine,
c'est la dette énorme que l'Afrique a contractée vis-à-vis de la Chine, la plupart des pays africains. Et ces dettes, lorsqu'elles ont des difficultés, ne sont pas restructurées dans le cadre du Club de Paris, qui est l'instance internationale à laquelle la Chine n'est pas rattachée. Et donc, lorsqu'un pays africain a un problème de dette avec la Chine, il doit le négocier en bilatéral. Et très souvent, l'une des routes qui conduit à cette restructuration, c'est la prise de possession d'actifs. Merci beaucoup Jean-François Di Meglio d'avoir été notre invité ce soir sur France 24. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue.